Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour la suite de notre voyage en francophonie en Tchéquie. Après une balade dans les rues de la capitale Prague, à la rencontre de personnalités francophones tchèques qui m'ont fait découvrir ce lien si particulier entre la Tchéquie et la francophonie dans le domaine de la peinture, du cinéma ou encore des arts du cirque, j'avais envie de vous proposer une traversée de ce pays sur les traces de cette histoire si particulière entre la Tchéquie et la langue française. Nous allons commencer ce voyage par une histoire d'amour entre une écrivaine française et un artiste tchèque. Et pour me la raconter, j'ai rendez-vous à Petrkov avec Lucie Touskova. Cela fait déjà plusieurs années qu'elle fait revivre cette histoire d'amour, symbole de la relation franco-tchèque. Alors vous êtes prêts? Notre voyage en francophonie à travers la Tchéquie continue. Quand Lucie rencontre la famille du couple franco-tchèque Suzanne Renaud, une poétesse française, et Bohuslav Hrenek, poète lui aussi, mais également graveur et traducteur, c'est le coup de foudre. Cette passionnée de littérature française et tchèque décide de faire découvrir cette histoire d'amour artistique du XXe siècle en faisant revivre l'ancienne résidence du couple dans le petit village de Petrkov à 120 km de Prague. Après 10 ans d'efforts, Lucie parvient à convaincre l'État tchèque d'acheter la maison pour en faire le centre culturel tchéco-français de Petrkov. C'est là que je retrouve Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour. Bienvenue. Très heureux de te rencontrer. Eh bien, bienvenue à Petrkov surtout. On est en plein cœur de la Vysotina. Absolument, c'est une région rurale, mais également artistique, parce qu'il y a plein de poètes qui ont vécu ici, et également Bohuslav Hrenek et Suzanne Renaud. C'est cette maison qui est une sorte d'écrin pour cette histoire d'amour entre une Française et un Tchèque, une histoire aussi littéraire. Absolument, et ça continue même aujourd'hui. Tu me fais visiter la maison, tu me racontes cette histoire? Avec un grand plaisir. Imposante cette maison, hein? Absolument, la maison elle est imposante elle-même, et donc voici on va entrer dans la chambre bleue, le salon bleu. Salon bleu. C'est le cœur de la maison, et ici je peux te raconter un peu l'histoire de la famille des Hrenek et Renaud. Alors qui est Suzanne Renaud? Alors, poète française, également enseignante à l'université, une très belle femme. En 1922, elle a publié son premier recueil de poèmes en France, Taviela. Et donc c'est ce titre qui a attiré l'attention de Bohuslav Hrenek. Donc lui il est tchèque. Oui, il est tchèque, poète, traducteur, en plus peintre. Et il demande l'autorisation de la traduction à Suzanne Renaud. Et il est très curieux. Qui est-elle? Il va à Grenoble, ils font leur connaissance en 1923, en automne. Après une longue correspondance, beaucoup de lettres, beaucoup d'idées échangées. Et finalement, Bohuslav, il la demande en mariage. Donc, il a proposé de passer une moitié de l'année en France, l'autre moitié en Tchécoslovaquie. Et donc, elle commence petit à petit à vivre sa petite vie à la française ici à Petrkov. Et ce qu'on voit maintenant, c'est un peu l'esprit français de Suzanne Renaud et ce piano dont elle jouait avec un grand plaisir. Donc c'est une relation finalement très artistique, très littéraire entre les deux. Mais absolument, parce que son premier recueil, déjà publié en tchèque à Petrkov, traduit par Bohuslav Hrenek. Et tous les autres recueils déjà écrits ici, en Tchécoslovaquie, de nouveau traduits par Bohuslav Hrenek, illustrés par Bohuslav Hrenek, puis ils sont allés avec les livres en France les présenter aux amis français de Suzanne Renaud. Cette beauté, ces illustrations de Bohuslav Hrenek, c'est splendide. Et puis également c'est Bohuslav Hrenek qui, dans les alentours de Grenoble, il fait des dessins, des pastels et après des gravures qu'il expose en France. Il est amoureux fou de Suzanne. Oui, et il y a 2 enfants. En plus, donc ils ont eu 2 fils qui sont nés en France, Michel et Daniel. Suzanne qui adore la France et qui enseigne les enfants à vivre à la française. Donc elle y est arrivée à imprégner la France dans leur vie pour toujours. Et c'est seulement dans les années 40 qu'elle parlait vraiment le tchèque. Bien sûr avec un accent, comme moi j'ai un accent en français. Mais tu as un très bel accent quand tu parles français. Dans une autre pièce, Lucie me raconte les allers-retours du couple entre la France et la Tchéquie. Avec le régime communiste, en 1948, la vie de Suzanne bascule. Donc en fait, elle n'est plus jamais revenue en France? Non. Jusqu'à sa mort en 1964. Et c'est la solitude et c'est l'exil vraiment qui pèse.
toi, que représente ce couple aujourd'hui dans la relation entre la France et la Tchéquie? Une solidité, parce qu'ils sont toujours présents. Et c'est aussi, je dirais, une présence d'art, de littérature, de haute valeur qui est importante. Et Suzanne, qui se pensait plutôt être oubliée, et aujourd'hui ce sont les Français qui arrivent ici à Petrkov pour découvrir sa vie. Et peut-être après, ils ne découvrent que seulement, ayant connu Suzanne, Bohuslav Hrenek. Quelle relation tu entretiens avec la langue française? Ça fait partie de mon monde. J'aurais pas pu réfléchir sans la langue française. Je dirais ça m'ouvre les horizons. C'est cette richesse de relations qu'on ne peut jamais comprendre sans parler l'autre langue. Si tu avais un mot, Lucie, pour définir cette très belle maison de Petrkov, ce serait lequel? L'amour. Ben oui, bien sûr, l'amour. Eh bien, merci de m'avoir fait découvrir cette histoire d'amour et de littérature. Merci d'être venu. Depuis 15 ans, Anna travaille au sein du département de la culture de la ville de Brno. Cette amoureuse de la langue française promeut sa ville auprès du public francophone à travers des jumelages et un projet de résidence d'artistes. C'est avec elle que je vais découvrir que Brno n'est pas sans lien avec l'univers francophone. Bonjour Anna. Bonjour Yvan, ça va? Oui, ça va très bien. Tu m'accueilles dans un très bel endroit. On est à l'hôtel de ville ici. Oui. Brno, c'est une très ancienne ville en Tchéquie. Brno, c'est une ville historique. C'est en fait la deuxième plus grande ville de la République tchèque. Nous avons à peu près 400 000 habitants. Nous sommes une ville pleine d'étudiants. Nous sommes une ville très animée. Notre niveau de gastronomie est trop élevé. Donc je suis vraiment ravie de te pouvoir montrer tout ça. Est-ce que vous souhaitez faire venir plus de touristes francophones ici? Bien sûr, nous aimons tout le monde, mais surtout les Français. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, nous allons en fait ensemble faire une promenade, une balade francophone. Donc, tout d'abord, on va découvrir en fait le centre de ville, et après, j'aimerais bien te présenter un personnage français très important pour nous. Son bis se trouve à la colline, donc on est obligé d'y monter. Donc on va monter. Oui, bien sûr. Parti. Avec passion pour sa ville, Anna me fait découvrir les installations artistiques dont son département de la culture agrémente de nombreux quartiers de Brno. Donc notre département organise des concours publics et voilà, après nous avons beaucoup de sculptures qui se trouvent dans le centre de la ville. Après un passage dans une boulangerie qui fait du pain et des viennoiseries à la française, nous passons en tramway devant l'Alliance française, où 500 élèves apprennent le français et qui fait vivre la francophonie dans les écoles avec des concours et un grand festival Bonjour Brno chaque printemps. Le Spielperk. Oui, donc voilà, la colline nous attend. Nous attend. Allez, c'est parti. Donc voilà, le château Spielberg. Château Spielberg. Anna, ça valait la peine de monter jusque-là parce qu'on a une vue vraiment magnifique sur ta ville de Brno. C'est vrai, mais pas seulement une belle vue, mais aussi un beau buste. Est-ce que tu sais qui c'est? C'est Jean-Louis Raduit de Souche. Donc voilà notre héros qui nous a sauvés des Suédois. Donc il vient de la France, de La Rochelle, et nous commémorons cette victoire fameuse chaque année au mois d'août en reconstituant la bataille. C'est un général. C'est vrai aussi. Mais en fait, à lui, elle est associée à une très jolie légende. Comme je t'ai dit, donc Brno a combattu les Suédois dans le XVIIe siècle. Les Suédois ont été déjà assez impatients de ne pas pouvoir conquérir Brno. Donc, leur commandant Torstensson a dit « Si nous ne conquérons pas Brno à midi, nous partirons ». Un aubergiste l'a entendu, a transmis cette information à Raduit de Souche. Et le lendemain, quand la bataille a recommencé, les Suédois ont été assez forts. Donc Raduit a reçu une idée. Il a dit à un vieux sonneur de cloche de sonner midi à 11h. Soudain, quel malin, quel rusé. Il a commencé à sonner et les Suédois sont vraiment partis. Mais c'est notre héros et nous l'aimons parce que grâce à lui, nous pouvons nous rencontrer ici. Génial. Et maintenant, je t'emmène à l'endroit où tu peux voir notre horloge. Et il y a un truc très intéressant lié à cette légende. Elle sonne à 11h, j'en suis sûr. Oui.
Donc voilà notre horloge astronomique. Et en fait, ça doit rappeler à notre victoire superbe contre les Suédois. Et à 11h, il y a une sphère de boule qui descend et tu peux l'attraper par 4 trous. D'accord. Mais on ne sait jamais de quel trou elle descend. Ah, si on a de la chance. Donc voilà, est-ce que tu as de la chance? Ah, oui, c'est ça la chance. Sphère. Alors j'ai de la chance, mais je Oui, ça. donc Tiens. Ouais. C'était super. oui, oui. Puis on a fait une je pense. heureuse. Oui. Bonjour, bienvenue à la bibliothèque de Moravie. Je vous invite pour entrer, pour visiter la bibliothèque de Milan Kundera. Suivez-moi. Milan Kundera est un écrivain décédé l'année dernière, écrivain d'origine tchèque, or l'écrivain qui lie en quelque sorte la Tchéquie ou l'ancienne Tchécoslovaquie et la France. Parce que, bon, il a commencé sa carrière comme un jeune poète communiste engagé, mais dans les années 60, il a commencé à être plus critique vis-à-vis du régime. Après l'arrivée des chars russes en 1968, il a dû émigrer et il a choisi d'émigrer en France. Il a été destitué du citoyenneté tchèque. Et donc, il est devenu français et dès les années 1980, il ne publie qu'en français. Et c'est dans les dernières années qu'il a donné la permission de traduire ses romans en tchèque. Et donc il y a même une querelle si Kundera est écrivain tchèque ou écrivain français. Ce qu'on essaie de démontrer ici, c'est qu'il était surtout un écrivain européen. La bibliothèque de Kundera est à Brno pour deux raisons principales, nous pouvons dire. La première, c'est que Kundera est né à Brno. Et l'autre raison, c'est qu'il a décidé dans ces dernières années de revenir en quelque sorte dans son pays natal. Et donc c'est pour ça qu'il a décidé avec sa femme, Vera Kunderova, de léguer toute sa bibliothèque personnelle et toutes ses archives à la bibliothèque principale de Brno, c'est-à-dire à la bibliothèque de Moravie. Le principe de la bibliothèque Milan Kundera que vous voyez ici, c'est de collectionner tous les livres de Milan Kundera dans toutes leurs traductions possibles. Dans ce rayon, il n'y a que les traductions de la plaisanterie et nous pouvons démontrer la première traduction française avec la préface de Louis Aragon qui a introduit en quelque sorte Milan Kundera dans la littérature française dans les années 60. Maintenant, je t'amène où il est lié à l'histoire française, à la fameuse victoire de Napoléon à Austerlitz. Et c'est où ça? C'est à 20 km de Brno. L'autre grand lien avec la francophonie, c'est la fameuse bataille d'Austerlitz, qui oppose la grande armée commandée par Napoléon Bonaparte, sacré empereur des Français, aux troupes de François Ier, empereur d'Autriche, et des forces russes d'Alexandre Ier, tsar de Russie. Les trois souverains sont d'ailleurs présents sur le champ de bataille en 1805, d'où son surnom de bataille des trois empereurs. C'est à l'endroit même où se trouvait Napoléon que m'amène Anna. Donc voilà, Yvan, nous nous trouvons sur la butte de Jouragne. En fait, c'est une colline sur laquelle se trouve la propriété de la France. Donc là, on est en France. Oui, parce que cet endroit a été offert en fait, à la France par la République tchèque en 2005 à l'occasion du bicentenaire de la bataille d'Austerlitz. C'était un lieu stratégique parce que c'était d'ici d'où Napoléon a mené la bataille. Donc en fait, le 2 décembre 1805, à 7h30, le soleil s'est levé. Il a lentement levé sa main droite en s'écriant « Nous mènerons maintenant la guerre à la fin par un coup de tonnerre. Bam !» Et bon, voilà. Tonnerre. En fait, il y avait moins d'hommes et il l'a gagné par la ruse. Oui, c'est ça. Voilà, c'est en fait un plan de la bataille. On se trouve ici. Voilà, on est là. Ouais. L'état-major de Napoléon est là. Et il a fait croire qu'il partait. Les troupes russo-autrichiennes qui sont là, ils sont descendus du plateau. Et ça a été pris à revers. C'est aussi la plus grande bataille de Napoléon, Oui, Austerlitz. ça c'est vrai. Ouais.
Mais la plus sanglante aussi. La plus sanglante. Ouais. Ouais. Et là, il y a quelque chose écrit en français. Oui, et en donc tchèque. vas-y. Soldats, mon peuple vous reverra avec joie et il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour que l'on réponde « Voilà un brave Oui. Comme le vrai Napoléon. ». Comme le... Hein Ouais. J'ai l'impression d'y être. Tu m'emmènes au château d'Austerlitz? Bien sûr, parce que c'était là où Napoléon a annoncé son triomphe du balcon. Et où il a dit cette phrase. On y va. Allez, on y va. Sur la route qui nous amène au château d'Austerlitz, l'évocation de la bataille est partout. Un impressionnant monument pour la paix de style Art déco a été construit 100 ans après sur le lieu même de la bataille, connue comme la plus meurtrière de l'époque, pour rendre hommage aux soldats français, autrichiens et russes, mais aussi au peuple de la Moravie ayant souffert pendant ce conflit sanglant. Donc voilà le château d'Austerlitz. Il est notre très, très beau. dominante, c'est un château baroque. Et il appartenait à Cognitz, qui a en fait permis à Louis XVI de marier Marie-Antoinette. Et qui a réconcilié la France et l'Autriche. Oui, très bien. Mais même si moi, j'ai eu mon mariage ici il y a 15 ans. C'est vrai, tu t'es marié Oui, ici? il y a 15 ans. Génial. Donc voilà, on entre dans la salle historique. Comme tu peux voir, elle est vraiment très majestueuse. Et c'était ici où on a signé l'armistice entre l'Autriche et la France. Donc voilà, on entre sur le balcon d'où Napoléon a annoncé son triomphe par la phrase fameuse qui est « Voilà un brave ». Voilà, un brave. Pourquoi c'est important pour toi de faire découvrir tout ce patrimoine francophone? J'aimerais bien montrer qu'en République tchèque, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes pour les étrangers et même si pour les Français. J'aimerais bien qu'on laisse vivre les traces francophones. Tu es une excellente francophone. Oh, merci. Quelle relation tu entretiens avec la langue française? Ouais, donc pour moi, grâce à la langue française, j'ai rencontré beaucoup de gens intéressants, même si chaque année, au minimum une fois, 2 fois, je visite la France. Donc c'est une partie de moi, la langue française et tout ce qui touche. C'est une partie de ton identité tchèque. Oui. Si tu avais un mot pour définir ton pays, la République tchèque, ce serait lequel? Donc, ce sera bien sûr la bière. Donc, comme tu peux voir, même si ici à Austerlitz, on produit de la bière spéciale de 3 empereurs. Forcément. Merci beaucoup, Anna, de m'avoir fait découvrir sous le soleil ta très belle Merci région. pour avoir cette possibilité et j'aimerais bien venir plus de Français chez nous. J'espère aussi. Ça vaut le coup. Merci, Yvan. Pour la dernière étape de notre voyage, je vous emmène à Olomouc. Là-bas, je vais rencontrer Jan Zatlokal. C'est le directeur du centre universitaire francophone. C'est aussi un spécialiste de Jan Šep, un écrivain et une figure littéraire incontournable dans les relations entre la France et la Tchéquie. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir. C'est dans son université, à Olomouc, que Jan fait vivre la francophonie. Ce professeur de littérature spécialiste de l'écrivain Jan Šep anime le centre de français qui avait fermé ses portes pendant 10 ans. Ici, il sensibilise les jeunes à la francophonie et organise chaque printemps le festival Bonjour Olomouc avec des manifestations culturelles francophones comme des concerts de chansons françaises avec des chanteuses tchèques francophiles. Bonjour Yann. Bonjour Ivan et bienvenue à Olomouc, cette perle cachée comme disent les guides touristiques européens. Pourquoi on dit que c'est la perle cachée de l'Europe, Olomouc? Parce qu'elle reste parmi les villes européennes les plus cachées. Chacun va à Paris, à Madrid, à Prague, mais personne ne prolonge leur voyage jusqu'à Olomouc. Et c'est dommage parce que Olomouc a beaucoup à offrir. C'est une ville très historique, très ancienne, avec beaucoup de monuments qui sont inscrits aux listes des patrimoines de l'UNESCO. Il y a des églises, des chapelles, des fontaines baroques. Donc il y a vraiment des choses à voir et à découvrir à Olomouc. Et puis alors tu m'accueilles devant une fontaine assez particulière, je dois dire.
Tout à fait, c'est une des rares fontaines modernes ici qui a été créée par un sculpteur réputé mondialement qui s'appelle Ivan Taymer. Et pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est un originaire de notre ville qui a émigré en France après les événements politiques de 1968 et qui est resté là à Paris jusqu'à nos jours. Il a créé des chefs-d'œuvre dans l'Europe entière, y compris le Palais d'Élysée pour le président Mitterrand. Et tu me fais découvrir ce lien entre Olomouc et la francophonie? Et tout à fait volontiers, il y en a plusieurs. On y va? Tout à fait. Yann me montre d'abord l'ancien bâtiment qui a accueilli l'Alliance française pendant 70 ans, puis il me raconte l'histoire du général français Lafayette, emprisonné ici en 1794. Il m'emmène enfin dans une rue où l'on trouve une boucherie, une cave à vin et un café qui font référence à la France. Et maintenant, écoute, je t'amène un peu aux environs d'Olomouc, dans le village natal de l'écrivain Jan Čep, qui était un grand ami de la France, à qui j'ai consacré ma thèse de doctorat sur l'exil de Jan Čep. Bon, on y va alors. Depuis près de 25 ans, un lieu forme des générations de francophones à Olomouc, c'est le lycée Slave. Il accueille l'une des 4 sections bilingues scientifiques en français de Tchéquie. Ici, 150 élèves font des maths et de la physique en français, mais aussi de l'histoire et de la géographie. En tout, 10 heures de spécialité en français par semaine. Pour Dana, la professeure de mathématiques, cet enseignement bilingue est un atout. On vous demande de donner l'interprétation graphique du résultat. En comparaison avec l'enseignement de mathématiques en République tchèque, il y a déjà on va beaucoup plus loin dans les connaissances et on développe beaucoup cet esprit analytique et cette capacité de faire des synthèses, de démontrer les choses. Katerina, elle, ne voit que des avantages à maîtriser une autre langue que l'anglais, qui est obligatoire à l'école. Pour le futur, je veux étudier diplomatie et c'est en français ou en anglais, donc pour moi ça pourrait être plus facile et je peux étudier en France ou dans d'autres pays, donc ça peut nous aider beaucoup. Le plus du lycée Slave, c'est l'ouverture aux cultures françaises et francophones. Depuis 10 ans, 2 professeurs français incitent les élèves à s'exprimer lors d'ateliers théâtre où ils jouent sur le texte d'une pièce d'un auteur belge. Comme je me sens bien dans ma peau. C'est moi le plus fort. J'aime qu'on me le dise et qu'on me le répète. J'adore les compliments. Je ne m'embrasse pas. Le lycée organise aussi de nombreux échanges scolaires avec des établissements français à Lyon et à Besançon. Bref, il y a quelque chose d'unique au lycée Slave, comme le confirme le proviseur adjoint. Passer 6 ans ici, c'est vraiment la famille. Vous êtes là pendant 6 ans, vous travaillez avec un petit groupe d'enseignants et de plus. Tout le monde aime la francophonie, la France. Et donc pour nous, c'est quelque chose vraiment de cœur. Yann, qui est cet autre Jan Čep? Alors c'était un grand écrivain de l'entre-deux-guerres, un grand ami de la France aussi, parce qu'il était l'ami des écrivains comme Claudel, Bernanos, Henri Pourrat, et le traducteur de ces auteurs de Balzac, de Flaubert. Il était très apprécié par la critique littéraire, il a gagné plusieurs prix littéraires aussi, donc c'était quelqu'un de très connu à l'époque, mais sa vie a été coupée en deux par l'événement politique, par le coup de Prague en février 1948. Suite à ces événements, il a quitté la Tchécoslovaquie illégalement, il a fui le communisme et l'emprisonnement certain. Et donc il est parti en France? En effet, il s'est rendu en France parce que la France pour lui c'était la patrie en adoption. C'était pas du tout facile, il était difficile de s'ancrer, de percer dans le milieu littéraire, donc il est resté un auteur profondément tchèque et il a travaillé après pour la radio Free Europe à Munich et puis à Paris, où il est mort en 1974. Et là, on est devant sa maison natale. Effectivement, c'est cette plaque commémorative qui le dit. Cette plaque qu'on a pu inaugurer dans les années 90, seulement après la Révolution de velours, parce que Jan Čep est un des écrivains les plus cachés, les plus interdits pendant le communisme.
Et voilà, on va passer au village voisin où Jan Čep faisait ce trajet en fait chaque dimanche pour aller à la messe à Žolina. Alors on suit le chemin de Jan Čep. Alors là, on est devant l'église paroissiale de Žolina. Et sur la gauche, on voit le cimetière où on peut retrouver le tombeau familial de la famille Čep. Pourquoi c'est important pour toi de faire revivre cette figure littéraire de Jan Čep? Premièrement, j'étais intrigué par l'absence d'informations sur sa vie et son œuvre en exil. Et puis, c'était aussi quelqu'un qui a beaucoup fait pour la culture et la littérature française en tant que traducteur, mais aussi en tant que médiateur. Il a introduit des écrivains dans le milieu tchèque, alors que la France ne lui a pas rendu cette dette. Alors je voudrais le faire découvrir aussi par mes écrits en français, par ma thèse qui a été publiée en français, aux Français. Justement, je termine mon voyage en francophonie. Ici en Tchéquie, comment tu définirais la place de la francophonie dans ton pays? Actuellement, la francophonie un peu vide les lieux en quelque sorte devant l'anglais et l'espagnol, mais mon effort et l'effort de mes semblables dans tout le pays, c'est de faire revivre en fait l'esprit français, la culture française et la langue française, parce que c'est toujours non seulement une langue très belle qu'on apprécie tous, mais c'est une langue qui permet de faire d'ouvrir de nouveaux horizons, d'ouvrir les portes, de faire de belles carrières aussi. C'est quelque chose qui ne vous quitte plus quand vous vous y adonnez. Voilà. Si tu avais un mot pour définir ta ville d'Olomouc, ce serait lequel? Ce serait le mot magique parce que tout se combine à Olomouc, l'histoire, l'esprit de jeunesse, le génie de lieu. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Mais écoute, je suis très heureux de terminer mon voyage en Tchéquie avec toi et merci de m'avoir fait découvrir ta ville d'Olomouc et puis l'univers de Jan Čep. Merci pour la visite, c'était le plaisir de t'accompagner. J'espère à la prochaine fois. J'espère aussi. Merci. Voilà, j'espère que ce voyage en francophonie à travers la Tchéquie vous a plu. Alors je n'ai qu'un seul conseil, venez visiter ce pays et pas seulement la majestueuse ville de Prague. Le pays a beaucoup à vous offrir, que ce soit en patrimoine ou en paysage. Et puis enfin, vous avez ici une très jolie francophilie. Les Tchèques viendront toujours vers vous avec un petit mot en français. Nous, on se retrouve très prochainement sur TV5 Monde pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Salut!